Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le point sur mes lectures d'avril. Aujourd'hui je vais vous présenter des romans contemporains et historiques, un roman noir, un texte autobiographique et pour finir un essai. Je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. J'ai lu pour la première fois l'autrice suédoise Lina Nordquist avec son roman Celui qui a vu la forêt grandir. J'ai trouvé le roman absolument magnifique, mais alors qu'est-ce qu'il est sombre. Faut un petit peu s'accrocher. Il est sombre mais aussi rempli de beauté. Vraiment, on est dans une petite maison au milieu de la forêt, une ancienne maison, qui est vraiment le décor de ce récit. Et on suit une famille à travers les générations qui va évoluer dans cette maison et qui va devoir faire face à l'insoutenable comme à l'amour. Nous sommes portés par deux temporalités en suivant deux femmes. La première, au début du XXe siècle, c'est Uni qui a dû fuir la Norvège avec un vagabond qui va devenir son époux et avec qui elle va s'installer justement dans cette fameuse maison. Et bien plus tard, on suit Kara. Kara qui est la veuve du petit-fils d'Uni. Et elle vit dans cette même maison avec Roar, fils de Uni, et Bricken, sa femme. Le récit débute avec une image, c'est le cadavre de Roar, âgé, dans une clairière près de la fameuse maison. C'est en effet lui finalement le personnage central de ce roman, car c'est lui qui a vu la forêt grandir et qui est objet de tant d'amour, par commencer par celui de sa mère, Uni. Nous suivons les différentes étapes de la vie des personnages dans ce lieu, avec souvent des événements plus que surprenants, carrément terribles, notamment des famines vraiment la vie rude dans la nature, séparée de tout le monde, de toute société, à faire face aux éléments et aux besoins les plus primaires. On est témoin de souffrances de femmes atroces et de la perte, de la mort et du deuil. C'est vrai que le deuil avec celui de Roar, pour commencer, puisque je vous ai dit ça commence, le récit débute là-dessus, c'est vraiment un élément central dans ce récit, mais pas que. Comme je vous disais, il est aussi vraiment question d'amour, de beauté, de comment une famille qui doit faire face au pire devient très soudée. Cette histoire de survie en pleine nature face à une vie très rude peut paraître extrêmement âpre, mais non, vraiment il y a aussi une grande richesse, une grande beauté, comme je disais, finalement il est vraiment question juste de vie. Et c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment particulièrement prenante, très émouvante, et bon, elle n'épargne pas, mais en tout cas moi personnellement, elle m'a énormément touchée. Bon, j'ai commencé avec un roman qui n'est pas franchement gai, mais je vais amener un petit peu plus de légèreté avec un autre roman qui m'a énormément plu, qui est aussi une parution de cette nouvelle maison d'édition qui est La Tribu. Je vous avais parlé le mois dernier de La Conquête de l'espace, roman de Muriel Boselli que j'avais adoré. Bon, celui-là m'a également énormément plu, c'est Le Secret de Tircé d'Aline Desazens. Alors ce roman, c'est une véritable chasse au trésor, à la recherche d'un poème de Tircé, amante énigmatique de Sappho pendant l'Antiquité, dont on n'a absolument aucune trace aujourd'hui. On va suivre Paola, une jeune Canadienne philologue qui va partir dans cette mission et aller jusqu'en Europe pour enquêter. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette quête. Paola a un compagnon qui est lui-même universitaire. Tout ça va vraiment défier leur relation. Et puis on suit Paola, mais on suit aussi un chanoine du Moyen Âge, un amoureux transi du XVIIIe siècle. Et puis surtout, on suit aussi Tircé elle-même. L'histoire est particulièrement prenante et je l'ai trouvée absolument délicieuse.
J'ai apprécié le travail de recherche, l'écriture non négligée, et puis l'aspect suspense, hein, vraiment un suspense très prenant jusqu'à la fin, une affaire qui roule bien. Il y a aussi des aspects très humains qui sont franchement très bien abordés par l'autrice. Donc bref, voilà, si je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je recommande. Un roman historique m'a été chaudement recommandé et il est d'ailleurs très en vogue en ce moment. C'est Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. J'avoue avoir été prise par cette lecture au ton vif et moderne. L'autrice s'inspire et réécrit avec beaucoup de liberté l'histoire de Lucrèce de Médicis à partir de sa procréation et jusqu'à son mariage avec le duc de Ferrare, duc Alfonso II. Cela se passe au XVIe siècle et ça nous permet de suivre un petit peu, de voir comment ça se passe dans les duchés, à la cour, etc. Notamment quand Lucrèce est enfant, on voit un peu les mœurs dans la cour de Florence. C'est intéressant et c'est bien écrit. Et puis donc, à ses 15 ans, elle part au duché de Ferrare pour épouser un homme un petit peu déstabilisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alfonso, c'est une sorte de Janus, un homme à deux visages, tantôt amoureux, apparemment très épris, tantôt vraiment cruel et plutôt effrayant. Alors le récit se fait sur deux temporalités, c'est mélangé. Les chapitres, plutôt courts d'ailleurs, passent d'une temporalité à l'autre. On suit la chronologie de vie de Lucrèce, mais l'autre temporalité est une situation future encore, parce qu'on sait dès le départ que Lucrèce de Médicis est décédée 1 an après son mariage avec Alfonso. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, avec un grand H. Et justement, là, on se retrouve dans un moment où Lucrèce est coincée dans une forteresse et elle est convaincue que son mari va l'assassiner. Donc voilà, il y a du suspense, c'est bien écrit, c'est vivant. J'ai passé un bon moment. Ce n'était pas un grand coup de cœur non plus. Vu tout le succès autour de ce livre, je m'attendais à encore plus. Mais par contre, j'avais lu avant de Maggie O'Farrell son livre autobiographique I Am, I Am, I Am. Et celui-là, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je vous le conseille. Bon, le sujet peut paraître un peu glauque. Elle relate en fait dans I Am, I Am, I Am les 17 fois où elle a failli mourir. Et bon, c'est absolument pas écrit de façon complaisante, donc c'est pas un texte particulièrement plombant. Et bon, j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, s'il y a bien un livre de Maggie O'Farrell à lire, à mon sens, ce serait plutôt celui-là. Suite à ma lecture d'un autre Matin ailleurs, où Christophe Bigot abordait les dernières années de vie de Marguerite Yourcenar ainsi que son ultime histoire d'amour, j'avais été extrêmement impressionnée et je m'étais dit que je voulais absolument lire d'autres œuvres de cet auteur. Et c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai lu L'Archange et le procureur de Christophe Bigot. L'auteur revient sur la Révolution française en imaginant les mémoires de Madame Duplessis adressées à son petit-fils Horace, qui est fils de Camille Desmoulins et de Lucile née Duplessis. Madame Duplessis cherche à répondre aux troubles d'Horace, qui a entendu beaucoup de choses assez perturbantes concernant la vie intime de ses parents, qu'il n'a pas connu. Ainsi, elle retrace, en se remémorant des souvenirs très tenaces au final, via une lettre, les souvenirs qu'elle a de sa fille Lucile, qu'elle aimait énormément, et de son gendre, donc Camille Desmoulins, avant qu'il soit exécuté avec la guillotine, alors que Horace n'avait que 2 ans. C'est un plongeon dans l'histoire où on apprend à connaître les positions éminemment républicaines de Camille Desmoulins, de ses amitiés notamment avec Danton, avec Robespierre aussi, qui allait devenir son bourreau. L'ambiance et la teneur des événements de la Révolution, puis après de la Terreur, sont extrêmement bien retranscrits, j'ai trouvé. La vie intime imaginée des Desmoulins aussi, j'ai trouvé, était
très habilement retranscrite. Outre l'aspect historique particulièrement intéressant dans ce roman, ce que j'aime particulièrement avec cet auteur, c'est son style littéraire, son style d'écriture, que je trouve extrêmement agréable et très bien maîtrisé. Donc c'est un auteur que je continuerai sans douter à lire. J'avais beaucoup aimé le roman Duchess de Chris Whittaker que j'avais lu l'année dernière et dont je vous avais parlé. Et j'ai donc voulu lire ainsi son nouveau roman qui vient de sortir qui s'appelle Toutes les nuances de la nuit. C'est un pavé de 800 pages qui s'étale sur un récit sur 3 décennies qui commence dans les années 70. C'est une sorte de thriller, roman noir, mais je trouve ça assez réducteur en fait de vouloir le classer dans une case absolument, puisque c'est un peu plus riche que ça quand même. On suit 2 adolescents, une jeune fille, voilà, ils ont 13 ans, Saint et son ami Patch. Ils sont très très proches et lorsque Patch est enlevé par un agresseur alors que Patch avait essayé justement de protéger une fille de son âge, Saint va remuer ciel et terre pour le retrouver absolument. Ce roman, c'est une quête. Une traque même. Et pas juste la traque d'un meurtrier terrible. C'est aussi surtout une quête de justice et sur l'amour sensible et profond qui lie les êtres dans des circonstances très difficiles. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu long, dans le sens, je me suis pas vraiment ennuyée, mais bon, 800 pages sur 3 décennies, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient soulevées, suscitées. Peut-être un peu trop, j'avais l'impression qu'on n'était pas loin du mélodrame, même si, bon, pas exactement ça non plus, il y a quand même une qualité, mais bon. Malgré tout, c'était une lecture prenante et je ne regrette pas du tout d'avoir pris le temps de la faire. Il y a quand même des éléments, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'éléments touchants aussi et c'est tout de même pas négligeable du tout. J'avais deviné pas mal de choses, donc j'étais pas surpris par pas mal de choses, beaucoup de révélations, de retournements de situation, mais ce que je retiendrai pour conclure, c'est que il y a tout de même beaucoup de lumière derrière toute cette noirceur. Alors je vois un profond intérêt pour l'écrivain Julian Green, depuis que j'ai découvert notamment cet auteur via son roman Adrienne Mesura. Donc un auteur, il est né en 1900 et est décédé en 1998, donc je le considère comme un auteur classique. Et j'admire sa plume et je trouve l'homme d'une perceptibilité incroyable. Donc c'est avec grand intérêt que j'ai lu un texte autobiographique de 200 pages qui s'appelle Mon Amérique, qui avait été publié à la fois en français et en anglais, puisque Julian Green était à la fois français et américain, parisien et américain du vieux sud. Avec une grande puissance sensible, comme il est capable, Julian Green, dans ce récit, revient sur les États-Unis, donc son rapport aux États-Unis. Et je trouve qu'il a une approche d'une justesse incroyable dans sa façon d'aborder justement de comment il va ressentir les États-Unis, comment il va se représenter ce pays pluriel et comment il va nous transmettre ses représentations. Donc il évoque par exemple la ville de l'Old South Savannah. Il évoque aussi ces années où il était à l'université de Virginie. Et voilà, à travers toujours un regard extrêmement lucide, je me permets de parler de lucidité, de justesse incroyable dans ce regard qu'il a sur différents endroits des États-Unis. Parce que, alors là c'est tout à fait personnel, il y a presque 15 ans, j'étais partie plusieurs mois faire un grand périple aux États-Unis pour découvrir justement ces cultures, ces paysages, voilà, tout ça au pluriel, hein, comme le dit Julian Green. Et bref, je m'étais complètement immergée dans ce voyage, dans ce périple, et j'avais parcouru 35 États à l'époque, et ça avait été l'expérience la plus
marquantes de ma vie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un réel intérêt particulièrement fort pour les États-Unis et une curiosité littéraire aussi concernant ce pays. Dans ce recueil, il évoque donc ses ressentis des États-Unis, mais aussi ses ressentis alors qu'il était aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ses ressentis concernant la France qui est aussi son pays. Il évoque aussi les Amérindiens, le cinéma, pas mal de choses différentes et toujours avec cette façon très particulière d'aborder les éléments. J'ai trouvé qu'il y avait presque un goût de trop peu, 200 pages, c'était pas beaucoup. Mais voilà, vous l'aurez compris, j'ai été absolument convaincue, conquise par ce recueil et je ne peux que vous recommander de le découvrir ou au moins de découvrir peut-être un roman, un roman de l'auteur, de Julian Green. Personnellement, outre les États-Unis, je partage avec lui un goût pour une grande majorité des sujets qui lui le passionnent. Donc voilà, si vous aimez bien regarder mes vidéos et que en général vous aimez bien les livres que je vous conseille, essayez Julian Green. Je vais donc finir cette présentation de mes lectures par un essai qui m'a été offert par Cathy et que je remercie franchement très profondément car j'ai adoré cet essai, il m'a beaucoup apporté, je l'ai trouvé très très pertinent. C'est La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Siméon. Là encore, j'ai été impressionnée et touchée par la justesse des propos. Il dénonce une société appauvrie malgré son apparente richesse et pas uniquement au niveau de la langue qui est pourtant toujours plus stéréotypée et limitée. Le temps que l'on accorde au discours dans cette société est toujours plus bref car on est dans l'efficacité, dans la simplification, etc. Mais pour lui, cette simplification n'est pas juste une question d'efficacité, de vitesse. C'est aussi finalement une façon complètement simplificatrice d'aborder le réel. Pour lui, l'art laisse place à des scénarios maintes fois répétés, absolument pas novateurs. Et les images, donc les films, les infos, la télévision, sont pour lui de tellement pauvres. Il fait part de l'importance d'aborder le réel, d'aborder la vie avec richesse, avec complexité. Et pour lui, il n'y a que la poésie qui permet cela. Et surtout pas les discours tels qu'ils sont émis actuellement. Ainsi, pour Siméon, la poésie est le seul moyen de toucher le mystère, le complexe, la richesse du réel. Elle est donc nécessaire et elle sauverait le monde, elle sauvera, selon lui, le monde de la vulgarité, de l'abrutissement. Pour lui, donc, c'est avec la poésie, c'est seulement en s'élevant avec sagesse que nous pourrons répondre aux grands défis que nous impose le monde. Pour ma part, j'ai trouvé cet essai particulièrement juste, particulièrement nécessaire. Pour moi, finalement, c'est un texte majeur. L'Académie française avait mis en valeur via un prix, je crois, ce texte et franchement, je vous conseille de le lire. Voilà pour les 7 lectures que j'ai faites en avril et que je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre propre avis. Peut-être que vous avez lu certains de ces livres et je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à parler de vos lectures du mois d'avril à vous et vos coups de cœur, vos déceptions, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur mon compte Instagram millenali.35. Je continue à faire de la pub pour mon compte, mais c'est parce que je prends beaucoup de plaisir à poster des coups de cœur que j'ai pour des livres que j'ai lus parfois il y a très longtemps. Et voilà, alimenter ce compte, ça me plaît bien, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt!